Messieurs, dames, bonjour. On va démarrer pour ne pas être en retard. Donc l'idée de cette thématique de cet après-midi est basée finalement sur la vie pratique qu'on a tous à rencontrer dans nos consultations. Souvent préconceptionnelles, quand les femmes ont fait un antécédent particulier, elles ont tendance à être sensibilisées à la grossesse d'après. Et donc l'idée de cette table ronde cet après-midi, c'est d'aborder le conseil appuyé par de la littérature sur les moyens de pouvoir donner des renseignements et un suivi de grossesse adapté à l'antécédent vécu par les patientes. Alors on va appeler tout de suite le premier expert, qui est le professeur Paul Berveillé, qui va nous parler de l'avis à donner après un accouchement prématuré, qui soit une prématurité extrême ou une fausse couche tardive, et des fois les zones sont un peu borderline. Merci Paul. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité et de me donner l'opportunité de parler aujourd'hui. Et donc, on va parler de la grossesse après accouchement prématuré, fausse couche tardive ou rupture prématurée des membranes. Et comme tu l'as dit, Norbert, c'est vrai que c'est souvent un continuum. Donc, je vais essayer de vous faire un petit point en une vingtaine de minutes sur cette question. Quelques mots et très rapidement. Alors, les chiffres de la prématurité, c'est toujours les mêmes chiffres en 2021 sur l'enquête nationale périnatale. On est aux alentours de 7% d'enfants qui naissent avant 37 semaines, dont à peu près 10 000, 12 000 avant 32 semaines. Et on sait que grossièrement, c'est 50% de prématurité induite et 50% de prématurité spontanée après mise en travail spontanée ou rupture prématurée des membranes. La rupture avant 37 semaines, ça représente 2-3% des grossesses, et avant 34 semaines, moins de 1% des grossesses, c'est pour avoir quelques chiffres en tête. La gestationnelle, bien entendu, de naissance a un impact très fort sur la mortalité, sur la morbidité néonatale sévère, sur le développement de l'enfant, on le sait déjà. Et le problème, et pourquoi on parle aujourd'hui, c'est que ces femmes qui ont accouché prématurément, que ce soit suite à une rupture ou une mise en travail spontanée, ont un haut risque de récidive d'accouchement prématuré de l'ordre d'un tiers. Donc il s'agit d'un antécédent qui est grave et qu'il va falloir prendre en compte. Il va falloir donc conseiller ces patientes, ce qui n'est pas toujours si aisé. Alors, donc j'ai mis antécédent de prématurité parce que finalement ces fausses couches tardives et la prématurité extrême, c'est un continuum. La rupture prématurée des membranes peut être un continuum avec la prématurité. Donc que doit-on proposer aux femmes qui ont un antécédent de prématurité et en termes d'examen complémentaire, de traitement préventif ou curatif, et puis est-ce qu'on a d'autres choses à proposer en termes d'hygiène de vie, de règles hygiéno-diététiques. Donc dans les examens complémentaires, on va parler un peu du bilan de l'insuffisance cervicale, de la malfo-utérine, les prélèvements vaginaux éventuels, la surveillance du col, les traitements, on va parler de la progestérone et du cerclage, et pour l'hygiène de vie, on va parler du repos, de l'arrêt du tabac et des autres mesures qui sont parfois discutées dans la littérature. On va commencer par l'insuffisance cervicale et les malformations utérines. Donc je vais être assez simpliste pour qu'on retienne quelques messages assez forts. En cas d'antécédent de fausse couche tardive ou d'accouchement prématuré, il y a un truc qui est bien recommandé, c'est d'aller rechercher une malformation utérine. Donc on peut retenir ça. En revanche, il n'y a aucun examen paraclinique à la recherche d'une insuffisance cervicale qui est actuellement recommandé. C'est important, il y a des patientes qui vous disent « est-ce qu'on m'a fait tel test, on m'a fait une hystéroscopie, il y avait une fuite, etc. » Non, il n'y a aucun examen paraclinique pour l'insuffisance cervicale. Faut-il faire un dépistage de la vaginose? Si on interroge les professionnels, il y en a qui le font, d'autres qui ne le font pas. J'essaye de vous redonner là aussi les grandes lignes. Il y a un lien qui est établi, modéré en tout cas, entre la vaginose et l'accouchement prématuré, mais c'est quand même bien établi, avec un OR entre 1,5 et 2, entre vaginose et accouchement prématuré. On sait que le métronidazole, la clindamycine sont efficaces pour traiter la vaginose. Et si on a une vaginose symptomatique, il y a une indication à traitement, et donc on traite la patiente. En revanche, il n'y a pas de bénéfice net à dépister la vaginose dans la population des patientes ayant un antécédent d'accouchement prématuré, dans la plupart des recommandations internationales. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas montré que le fait de traiter cette vaginose que la patiente pourrait avoir de façon asymptomatique réduit le risque de prématurité. Donc il y a un lien entre vaginose et prématurité, mais la traiter, dans les études, on ne retrouve pas l'effet de ce traitement. Donc dans la sous-population des patientes qui ont un antécédent d'accouchement prématuré ayant eu une infection materno-fœtale,
potentiel intérêt éventuellement de la dépister et de la traiter, mais vous voyez qu'on est sur des niveaux de preuve qui sont très faibles. Donc le dépistage de la vaginose, on n'a pas grand-chose là-dessus, et donc il y a beaucoup d'équipes qui ne le font pas. Et les Américains disent peut-être qu'il pourrait y avoir un bénéfice, mais en tout cas, il n'y a pas assez de données pour le recommander en pratique courante. Donc c'est souvent une discussion au cas par cas. Faut-il surveiller le col des patientes qui ont un antécédent d'accouchement prématuré ? On sait que les patientes qui ont eu un accouchement prématuré ou une fausse couche tardive et qui, à la grossesse d'après, ont un col raccourci, on sait que c'est un facteur de risque surajouté d'accouchement prématuré versus un col long. Alors le problème, c'est comme toujours, c'est quel seuil utiliser. Globalement, on retient souvent 25 mm. On sait qu'un col à 25 mm à 24 semaines, on aura une sensibilité de l'ordre de 65% pour un accouchement prématuré avant 35 semaines et avec une valeur prédictive positive de 35%, donc ce qui n'est pas forcément énorme. Alors quand est-ce qu'il faut faire cette surveillance ? Il faut la commencer relativement tôt, mais pas trop tôt, parce qu'on a encore un segment inférieur qui ne se développe pas. Donc globalement, on le fait aux alentours de 16 semaines et on le poursuit jusqu'à 24 semaines. Après, on ne fait plus forcément cette surveillance. C'est une discussion à avoir avec la patiente, puisqu'il n'y a plus réellement de cerclage. L'idée, c'est que si ce col se raccourcit pendant la surveillance de cette patiente, on va lui proposer un cerclage. Le rythme, il est inconnu dans la littérature. On peut le faire de façon hebdomadaire, 2 semaines, 3 semaines. Il n'y a absolument rien. Le plus souvent, on fait 15 jours, mais ce n'est pas basé sur des niveaux de preuve qui sont très élevés. Donc les Américains, c'est la même chose. Ils nous disent la même chose que nous, 16 à 24 semaines et toutes les 1 à 4 semaines. Donc on vous laisse tout à fait décider de la périodicité de cette surveillance. Et donc, c'est la même chose, redit ici. Faut-il mettre de la progestérone ? Alors la progestérone, c'est un serpent de mer parce que longtemps on nous a dit que ça pouvait être efficace, puis ça ne l'était plus, puis c'était de la 17-OH progestérone, et puis après on a dit de la progestérone vaginale. Il faut bien savoir que dans la population des patientes qui ont eu un antécédent d'accouchement prématuré, il est possible que la progestérone puisse réduire ce risque de prématurité, mais d'autres études sont nécessaires parce que là encore, les niveaux de preuve sont relativement faibles. Après, on pourra discuter, si vous le voulez, de certaines équipes le mettent à partir du moment où c'est peu dangereux, mais ce matin au RPC, on a quand même discuté de tous les traitements qu'on mettait sans niveau de preuve très très fort et avec toujours de potentiels effets indésirables. Donc voilà, on peut, mais on n'a pas de niveau de preuve très élevé. C'est pareil pour les Américains, ils disent de pouvoir proposer la progestérone vaginale, et notamment s'il y a un col raccourci. Et donc, les patientes avec des singletons, ça c'est important, hein, je n'ai pas parlé de grossesse gémellaire, avec des singletons et avec un antécédent d'accouchement prématuré, on devrait pouvoir leur offrir de la progestérone en supplémentation, soit vaginale, soit intramusculaire, mais quand même sur le plan du confort, le vaginal est quand même un petit peu plus simple, mais ça doit être la conséquence d'une discussion avec la patiente parce qu'il y a peu de niveau de preuve. Donc on doit lui dire, voilà, ça existe, le niveau de preuve est faible, c'est pas très dangereux, on peut vous traiter avec ça éventuellement. L'insuffisance cervicale et le cerclage du col, je vous ai dit que c'est l'ancienne béance cervicale, moi j'ai appris la béance, puis après on a dit qu'il ne fallait plus dire béant, il fallait dire incompétent, et puis le col qui est incompétent, c'est pas bien, donc maintenant c'est une insuffisance cervicale. Il n'y a aucune définition consensuelle dans le monde pour savoir ce que c'est une insuffisance cervicale. En gros, le diagnostic, il est clinique sur l'histoire de la maladie. C'est des histoires de fausses couches tardives ou d'accouchement prématuré, avec le plus souvent une dilatation qui a été peu symptomatique. Le problème, c'est qu'on ne sait pas la diagnostiquer. Il n'y a aucun examen paraclinique qui est recommandé. Alors parfois, des patientes viennent vous voir en disant on m'a fait un test à la bougie, mon médecin m'a dit qu'il y avait une béance, etc. Ou j'ai eu une hystéroscopie pour autre chose et on m'a dit que j'avais une béance. Alors là, c'est très difficile parce qu'il faut lui dire qu'il n'y a pas d'examen paraclinique particulier, mais elle, dans sa tête, elle a une béance et ça va être difficile de la persuader que la grossesse va bien se passer par la suite. Cerclage du col, où est-ce qu'on en est ? Actuellement et toujours actuellement, c'est les femmes qui ont eu des antécédents à répétition de fausses couches tardives ou d'accouchements prématurés. Il en faut 3, ça ne veut pas dire qu'on attend 3 avant de les cercler, bien entendu. C'est que dans la littérature, dans le groupe des femmes qui ont fait des accouchements très prématurés et des fausses couches tardives, au bout de 3, on voit une nette
amélioration du pronostic quand on fait un cerclage. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 2, il ne faut pas le faire, bien entendu. Mais voilà ce qu'il faut pouvoir expliquer. Et il faut aussi cercler les femmes qui ont un antécédent d'accouchement prématuré avant 34 semaines et qui, lors de la surveillance échographique, vont avoir un col raccourci. Et là, il faudra leur proposer également le cerclage. Il n'est pas recommandé ce cerclage chez les femmes qui ont un col court échographique et qui n'ont pas d'antécédent. Voilà, c'est des discussions vraiment à avoir avec les équipes et les patientes, mais il n'est pas recommandé actuellement. Et il n'est toujours pas recommandé chez les femmes qui ont un col court échographique asymptomatique et qui auraient une grossesse multiple. Voilà, bien sûr, on peut le faire, mais il n'y a pas de recommandation parce que pas d'études avec des niveaux de preuve suffisants. Quel type de cerclage? Alors, il y a des gens qui vous disent ce cerclage, il est mieux que les autres. Pareil, on n'a pas d'études vraiment très très fortes en ce sens. En général, on fait le cerclage le plus simple à réaliser, qui est le cerclage de McDonald, qui est un faux filage simplement d'un fil sans aucun décollement. Plus facile, moins de complications. Après, d'autres techniques de cerclage peuvent être proposées. Le plus souvent, quand il y a eu déjà un échec de McDonald, on peut faire un Shirodkar, on peut faire aussi des Benson par voie basse ou par voie haute. C'est des discussions qui sont à faire en équipe parce que pas de très très haut niveau de preuve. Donc McDonald en première intention. Donc pareil pour les Américains, à considérer chez les femmes qui ont un col court et un antécédent plus ou moins de la progestérone. Les autres mesures, et c'est quand même important, on en a un peu parlé ce matin pour la prééclampsie, est-ce que le repos au lit est quelque chose d'important? Je vais surtout vous parler des risques du repos, parce que moi, j'ai appris qu'il fallait absolument se reposer. Les patientes qui avaient rompu, il fallait laisser au lit jusqu'à 37 semaines, et avec un bassin, etc. Je vais aller très très vite, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que le temps est compté, mais globalement, ça a été bien étudié. Le repos au lit strict, je parle, on a le droit de faire des siestes, mais le repos au lit strict, ça augmente la prévalence des accidents thromboliques. On voit les fréquences qui sont multipliées quasiment par 15. On sait qu'on va perdre de la densité osseuse chez les femmes qui vont être alitées au long cours. On sait qu'il y a une sarcopénie, des atrophies musculaires, c'est largement démontré, c'est hyper ancien. Et puis, après, c'est pas rigolo d'être au lit. Donc, on a des troubles de l'humeur, on a de la culpabilité aussi d'en être arrivé là. Et pour le père, c'est pas simple non plus. Il y a des sentiments de détresse, etc. Et puis, pour les autres enfants qui sont déjà là, c'est pas facile parce qu'on a une mère qui est alitée, etc. Ça, on n'en tient pas compte. Le plus simple, c'est de les mettre au repos. Et au moins, on a fait quelque chose, vu que les niveaux de preuve sont très mauvais pour tout le reste. Non, c'est dangereux finalement, ce repos au lit strict. Et puis, ça coûte cher pour les familles, parce qu'une patiente qui est alitée, le mari va devoir être là, etc. Donc, et pour le système de soins, bien entendu, et c'est de plus en plus important, vu la conjoncture actuelle. Donc, et est-ce que c'est efficace? Parce que là, je vous ai montré que c'était dangereux. En fait, ça a été largement démontré, et depuis très longtemps, que ça ne sert pas à grand-chose, plutôt à rien. Déjà dans les années 85, on nous montrait que avoir un groupe en ambulatoire, donc qui vivait sa vie plutôt que d'être hospitalisé au repos strict, on avait finalement presque moins d'accouchements prématurés que quand on était hospitalisé au repos au lit. Donc déjà en 85, la question se posait. Et puis il y a eu des études ancillaires d'essais sur la progestérone qui ont été faits, et les taux d'accouchement étaient pareils dans les restrictions d'activité versus aucune restriction, et plutôt en diminution. Donc ça peut paraître très paradoxal, mais en gros, il faut vivre sa vie, et c'est maintenant ce que beaucoup d'équipes préconisent, avec bien sûr des périodes de repos, bien entendu, mais certainement pas de repos strict au lit. Donc la conclusion sur le repos, c'est qu'aucune preuve de bénéfice et nombreux arguments en faveur de sa dangerosité. Donc il faut réduire cette prescription, il faut même l'annihiler, et puis ça va réduire la fréquence et la durée de nos hospitalisations. Et les Américains nous disent qu'il est temps de mettre au repos cette théorie du repos. L'arrêt du tabac, est-ce qu'on peut le proposer? Oui, parce qu'on sait qu'il y a une augmentation du risque de prématurité quand on fume. Il y a une relation dose-effet qui est bien montrée. Et on sait que si on sèvre les patientes, on va avoir une diminution de cette prématurité et une diminution donc de ces naissances prématurées. Donc il est recommandé chez toutes les patientes enceintes, à nouveau enceintes que vous voyez avec cet antécédent, et ce, quel que soit le stade de la grossesse. Donc là, pour le coup, on a des niveaux de preuve qui sont meilleurs. Est-ce qu'on peut avoir une activité physique ou des rapports sexuels? C'est des questions qu'on peut être amené à entendre en consultation et qu'on peut nous poser. Donc la pratique d'une activité sportive régulière pendant la grossesse, il n'y a pas d'augmentation du risque de récidive d'accouchement prématuré.
Donc l'activité sportive finalement est recommandée chez les femmes qui présentent une grossesse normale. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais ce n'est pas une grossesse normale. Mais même la restriction d'activité n'est pas recommandée afin de réduire ce risque d'accouchement prématuré. Alors il va le faire en bonne intelligence, elle n'est pas obligée d'aller faire des marathons ou de l'haltérophilie, mais avoir une activité avec une marche quotidienne, etc. n'est absolument pas contre-indiqué. Les rapports sexuels, c'est toujours gênant parce qu'on ne sait pas et finalement, voilà, il n'y a quand même pas de preuve dans la littérature que ça augmente le risque de prématurité, même chez les patientes qui ont un antécédent d'accouchement prématuré. Donc vous pouvez globalement les rassurer là-dessus. Y a-t-il un régime qui permette d'améliorer les outcomes? Alors moi je trouve que c'est un peu difficile et je ne sais pas comment on peut conseiller ça, mais on sait voilà, que si vous avez une bonne alimentation riche en fruits, légumes et céréales, peut-être qu'il y aura une réduction de la prématurité spontanée. Donc il faut avoir un régime alimentaire riche en fruits, légumes, céréales. Alors c'est difficile d'aller chez les gens et de leur dire ça, bon, il faut manger équilibré, ça tombe sous le sens. Mais voilà, il y a quand même des petites choses qui existent dans la littérature qui ne sont pas très solides. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres mesures, et j'en aurai fini dans 2 slides, qui ont montré une efficacité qu'on prescrivait par le passé? Est-ce que prescrire une sage-femme à domicile avec, je ne sais pas, des tocométries, etc., pour être utile, ce n'est pas recommandé? Ça peut être de la réassurance, bien sûr, mais il n'y a pas de preuve. Donc, c'est vraiment à discuter au cas par cas. La tocographie, absolument pas recommandée chez ces patientes. La fibronectine fétale, pas recommandée dans ces indications de patientes qui ont des antécédents de prématurité. Est-ce qu'il faut faire un toucher vaginal à chaque consultation? Certainement pas, parce que vous savez que la valeur de ce toucher vaginal est bien plus faible, à la rigueur, qu'une échographie endovaginale. Donc, faites juste les échos et rien de plus par rapport à ça. En conclusion et pour synthétiser, ça laissera 5 minutes de questions, la grossesse après une rupture, un accouchement prématuré, une fausse couche tardive, c'est une grossesse qui est réellement à risque, c'est une grossesse qui sera a fortiori et de facto médicalisée. La consultation postnatale est un moment très important, vous allez pouvoir réexpliquer ça à la patiente et lui dire voilà ce qu'on fera à la prochaine grossesse. Si elle n'est pas venue, une consultation préconceptionnelle est aussi très utile pour dire voilà comment se passera la grossesse quand vous serez enceinte. Il faut rechercher l'anomalie utérine tant que la patiente n'est pas à nouveau enceinte, donc voilà, ça c'est important de leur faire passer ce message. Leur dire de venir consulter relativement rapidement en début de grossesse pour pouvoir mettre en place ce suivi qui n'est pas forcément si simple à mettre en place avec des échocols tous les 15 jours, éventuellement un dépistage de la vaginose si on le fait, etc. À discuter le prélèvement vaginal parce que pas de preuve que son traitement va améliorer les choses. Surveiller le col chez ces patientes qui ont ces antécédents de prématurité, plus ou moins cerclage s'il se raccourcit et on retient le seuil de 25 mm. Et plus ou moins progestérone, ça n'a pas l'air de nuire, mais ça n'a pas l'air d'être redoutable en termes d'efficacité. Et puis ce qui est plus efficace, c'est le sevrage tabagique, ça ne coûte rien et il faut vraiment le proposer. Une activité physique modérée, pas de repos au lit, on vous en supplie, et un régime alimentaire varié. Je vous remercie de votre attention. Merci Paul, super topo, très clair. Alors, on a le temps pour 2 questions. Vous avez un micro en bas avec un micro qui circule et à mi-chemin, à mi-étage, vous avez des micros. Donc, n'hésitez pas à venir poser vos questions. Moi, j'ai une question, Paul, au sujet, en attendant qu'il y ait quelqu'un qui se présente au micro, sur les traitements combinés. Cerclage plus progestérone. Est-ce qu'il y a de la littérature là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Non, aussi fort que le traitement, donc je pense de la vaginose, on n'a pas cette preuve-là. Bien sûr, certaines équipes le font. Je ne sais pas comment vous faites à Marseille, mais certaines équipes font ceinture bretelle, un peu comme les Américains qui disent on doit offrir la progestérone, plus ou moins le cerclage. Donc non, je n'ai pas de réponse à cette question. Il n'y a pas de preuve que c'est mieux que le traitement de la vaginose. Non, je n'ai pas cette réponse. Enfin, en tout cas, je n'ai pas la preuve que ça soit meilleur. Mais intuitivement, on pourrait le penser. Vous le faites à Marseille? Nous, on fait ceinture et bretelle. Voilà. Bon, moi, je fais ceinture et bretelle. Pas de questions? De remarques? On peut applaudir quand même là. Si je peux juste intervenir avant que vous finissiez, parce qu'on a un petit peu de temps. Je vais revenir sur cette problématique du cerclage, éventuellement de la progestérone et d'une manière générale sur les ceintures et les bretelles.
Nous, en tout cas, moi je suis plus concerné effectivement par cette thématique, puisque finalement c'est les patientes qu'on m'adresse. Je suis plutôt le chirurgien, mais c'est là que j'interviens un peu sur les grossesses et sur la question du cerclage. Et j'avais été très intéressé par cette publication de l'American Journal qui avait montré l'intérêt d'une surveillance régulière du col pour savoir quand serait le bon moment d'éventuellement faire un cerclage. Je pense qu'il parlait du cerclage de Hervé. Et ça m'avait positivement influencé à surveiller des cols régulièrement. Et après avoir passé des consultations parfois un peu longues avec des patientes qui avaient déjà eu une fausse couche tardive à 18 semaines, leur avoir expliqué, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On leur fait l'écho le vendredi et lundi matin, elle a perdu sa grossesse. Là, c'est un peu compliqué de les revoir et d'être serein la fois d'après. Deuxième chose, finalement, comme il y a le cerclage de Benson qui est effectivement un peu invasif, mais qui a quand même à mon avis, quand il est bien fait, apporte un vrai plus pour ces patientes. Je pense qu'il y a une espèce de gradation qui fait que c'est intéressant. Quand on voit une patiente et on dit qu'il n'y avait pas de moyen diagnostique, qui a fait une fausse couche tardive, qui est quand même un moyen diagnostique quand l'histoire elle est claire d'une patiente qui n'a rien ressenti et perdu une grossesse, de leur proposer un cerclage de Hervé qui est simple, dès la fin des marqueurs du premier trimestre, après l'écho T1, pour l'avoir fait et pour pouvoir la regarder dans les yeux la fois d'après si elle a perdu sa grossesse en lui disant cette fois c'est peut-être le moment du cerclage de Benson après 2 fausses couches à 18 semaines. Merci beaucoup. C'est une remarque, ça n'appelle pas forcément à une réponse. J'ai les mêmes inquiétudes que vous. Quand la patiente elle a eu sa fausse couche tardive, je lui dis on va mettre en place une surveillance du col tous les 15 jours. Et bien entendu, elle fait ce que vous dites. C'est-à-dire le col est à 45 mm et puis j'apprends qu'elle a fait une fausse couche tardive entre les 2 échos, bien entendu. Le problème, c'est qu'on se rassure beaucoup en faisant ces cerclages. Quand vous dites on la regarde dans les yeux, je suis assez d'accord. Au moins, vous pourrez lui dire, et c'est ce que je leur dis, moi, je leur dis j'aurais tout fait. Le seul problème, c'est qu'on va cercler beaucoup de patientes pour rien. Bien entendu, on peut considérer que c'est relativement peu invasif, ce type de cerclage, ça prend 10 minutes. Les complications, quand ils sont à froid, sont quand même relativement rares. Après, je ne sais pas comment font les autres, c'est des discussions. Moi, quand les patientes insistent en me disant « ouais, mais j'ai entendu parler du cerclage, moi je le voudrais directement en programmer comme exactement vous le dites », je leur dis on peut. Simplement, on peut aussi cercler toutes les patientes qui ont un antécédent d'accouchement prématuré. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui font ça juste sur un seul antécédent et je le comprends tout à fait. J'essaye de suivre les recos. Quand les patientes me disent « j'aimerais bien être cerclée », je leur dis « ok, peut-être que je vous cerclerai pour rien et que vous seriez allé à terme ». C'est une discussion. Je leur parle des bénéfices et des risques de ce cerclage, que si je romps la poche des os, c'est quand même dommage, alors qu'il n'y avait peut-être pas d'indication. Mais je leur dis aussi qu'en surveillant tous les 15 jours, elles peuvent faire une fausse couche tardive dans cette surveillance. Voilà, j'essaye d'être... et que je n'ai pas la preuve de ce que... Enfin, c'est honnête, cette information, elle est claire et transparente. Mais j'ai le même problème que vous et je pense qu'on a tous le même problème. Ouais, on a le même problème. En fait, nous, ce qu'on a créé là depuis pas très longtemps avec Aubert, c'est une RCP, en fait, pour discuter des dossiers avec un compte-rendu. Et ça, c'est aidant dans la discussion qu'on peut avoir avec les gens en disant, voilà, on s'est réunis à plusieurs, on vous a bien évalué avec toutes les limites. Alors, nous, on a pas mal aussi de difficultés pour évaluer les béances et bon... Mais quand elles ont été évaluées, bon, parfois c'est vrai que je le fais moi-même, ça donne un petit argument supplémentaire qui souvent nous oriente vers un cerclage, mais voilà, se mettre autour de la table en disant voilà, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que dit la littérature, et ensemble pour la même décision, c'est plus facile quand il y a une fausse couche derrière, parce qu'il peut y en avoir, mais c'est une manière de... C'est difficile d'expliquer. Parce que la question du collègue, c'était quand même de dire est-ce que chacun fait un peu comme il sent, ou est-ce qu'on appuie quand même notre pratique sur des recommandations, et je pense qu'il faut être honnête avec le patient et dire voilà, là, la recommandation, elle est de suivre votre col et pas de cercler maintenant. Après, si je cercle, je comprends votre inquiétude. Mais il y a aussi des effets secondaires au cerclage. Et donc, quand on regarde dans les yeux quelqu'un, en fait, on peut aussi le regarder en disant j'ai vraiment fait ce que la science, avec toutes les limites, évidemment, que ça suppose. Et après, on peut sortir des guidelines, mais au moins, il faut être honnête de le dire. Et on n'est pas dans le guideline. Voilà, moi, ce que je ressens. Voilà. Et je pense que c'est important de savoir quoi dire aux gens et de dire que quand on fait quelque chose, on le fait par rapport à des recommandations et à des niveaux de preuve qui parfois sont extrêmement faibles. Ben voilà, je crois que c'est l'honnêteté qu'on a avec le patient. Après, quand elle vient en voulant un cerclage, en disant voilà, j'en veux un, c'est difficile de la reverser. Je ne vais pas me battre des heures et des heures et je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, voilà les recommandations, mais si je comprends votre inquiétude, et c'est sûr que je ne peux pas éliminer la fausse couche tardive entre 2 échos. Donc, ok, voilà les avantages, les inconvénients, on y va. Merci Paul, on va enchaîner sur le prochain sujet qui est le professeur Debarge sur l'alloïmisation.
Bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'avoir proposé de vous parler de la grossesse après alloïmisation. Alors c'est un sujet vaste et on a choisi de parler que de l'alloïmisation fœto-maternelle antiplaquettaire parce que c'est peut-être plus rare et moins connu que l'alloïmisation érythrocytaire. Alors cette alloïmisation antiplaquettaire, c'est à peu près une naissance sur 2000, c'est une des principales causes de thrombopénie fœtale et néonatale. Le mécanisme, vous le connaissez, hein, c'est une situation où on a un couple qui est incompatible pour des antigènes plaquettaires, donc il y en a plus de 35 qui sont connus actuellement. On les appelle les antigènes HPA pour Human Platelet Antigen. Le numéro 1, 2, 3, c'est leur ordre de découverte. On a 2 allèles, le A et le B, le A étant le plus fréquent et le B le moins fréquent. Quand la patiente est enceinte et si le fœtus est incompatible, les plaquettes vont passer dans la circulation maternelle et entraîner une réaction immunitaire avec la synthèse d'allo-anticorps qui vont se fixer sur les plaquettes et entraîner donc une thrombopénie fœtale et néonatale, alors qui est compensée au début puisque le fœtus va refabriquer des plaquettes et puis on aura ensuite un déséquilibre et la thrombopénie, ce qui va entraîner un risque hémorragique. Il faut savoir qu'il existe aussi une possibilité de stimulation, en tout cas dans le système HPA1, par les syncytiotrophoblastes qui présentent des similitudes et qui peut entraîner aussi une réaction immunologique. Alors ce qui est important de vous souvenir, c'est que la mère, elle, a une numération plaquettaire normale. On est bien dans un système d'allo-immunisation et non d'auto-immunisation. Il n'y a pas d'auto-anticorps, antiplaquettes dans cette situation-là. Chez les caucasiens, l'allo-immunisation la plus fréquente, c'est dans le système HPA1. 80% des alloimmunisations, et c'est celles qui sont les plus sévères, mais on peut aussi avoir des alloimmunisations HPA5B, 3, 2, 15, et on découvre parfois dans des histoires cliniques qui ressemblent à une alloimisation, secondairement des nouveaux anticorps qui n'étaient pas connus encore quelques années. Les plus sévères sont dans les systèmes HPA1A et 3A. Et puis, contrairement à l'alloimmunisation érythrocytaire, dans un certain nombre de cas, qui ne sont pas si rares que ça, on peut avoir une thrombopénie fœtale dès la première grossesse. En fonction des études, c'est jusqu'à 25%. Alors, si on regarde l'alloimmunisation la plus fréquente qui est dans le système HPA1, les femmes HPA1A négatives, donc qui sont 1B, 1B, c'est une femme sur 50. À peu près 10% d'entre elles vont s'immuniser, donc on a des allo-anticorps une fois sur 400 grossesses. La thrombopénie sévère est encore plus rare, hein, une thrombopénie inférieure à 50 000, 1 sur 1500. Et la complication qu'on va tous craindre, c'est l'hémorragie intracérébrale, qui est à peu près 5% des femmes immunisées, donc à peu près une fois sur 10 000. Cette hémorragie intracérébrale, elle survient le plus souvent pendant la grossesse, donc on va découvrir en échographie une hémorragie, et elle survient dans plus de la moitié des cas avant 28 semaines d'aménorrhée, possible dès le 2e trimestre. Elle est liée à la thrombopénie, mais il faut savoir que dans le système HPA1, les anticorps sont capables de se fixer sur les cellules endothéliales et de créer des lésions qui vont entraîner une hémorragie. Elle survient donc chez 10 à 25% des fœtus et des enfants qui ont une thrombopénie sévère et elle peut être spontanée, donc c'est les cas qu'on découvre en échographie, mais elle peut survenir aussi lors de l'accouchement et elle peut survenir en période néonatale. Le pronostic est sombre, hein, avec un certain nombre de décès, mort in utero, mort néonatale et des handicaps sévères. Et puis surtout, ce qui nous préoccupe dans le topo d'aujourd'hui, c'est que il y a un risque de récidive de l'ordre de 80% lors de la grossesse suivante. Il peut y avoir d'autres syndromes hémorragiques, oculaires, pulmonaires, gastro-intestinales. Alors, comment on va être amené à discuter avec un couple du problème d'alloimmunisation antiplaquettaire? Et c'est les situations où vous allez recevoir les patientes en consultation. C'est où la découverte à la naissance chez le nouveau-né d'un syndrome hémorragique ou de pétéchie, mais ça peut être aussi une découverte fortuite. Donc, vous faites une numération pour un ictère, pour d'autres choses, pour un syndrome infectieux, et la thrombopénie est découverte à ce moment-là. Ça peut être découvert aussi à l'occasion d'une surveillance échographique avec la mise en évidence d'une hémorragie cérébrale. Et puis, ça peut être dans le cas d'un antécédent familial. Je vous ai dit, l'alloimmunisation HPA1A est la plus fréquente et 80% de la population sont positifs. Enfin, 1B, 1B, ça veut dire que quand on a une patiente qui a un groupe A rare 1A, eh bien, il est possible que ses sœurs aient aussi ce groupe rare-là. Il va falloir faire une enquête familiale pour voir s'il y a un risque chez les sœurs de la patiente. Donc, comme l'orateur précédent, ce qui est déjà important à retenir, c'est que toutes ces situations-là de diagnostic de thrombopénie ou d'hémorragie cérébrale ou de bilan familial nécessitent une consultation post-natale ou préconceptionnelle. En tout cas, il faut préparer la grossesse. Alors,
comment on prépare la grossesse et quel bilan on réalise? On va faire un génotypage plaquettaire, donc de la patiente, de son conjoint, du fœtus et du nouveau-né. Et là, le deuxième message, c'est si jamais la patiente a une interruption médicale de grossesse pour une hémorragie cérébrale ou pour une ventriculomégalie majeure, il faut toujours faire un bilan au moment du geste d'arrêt de vie in utero, donc au moment de la PSF, de faire une numération plaquettaire fétale. C'est des prélèvements très précieux qu'il faut envoyer tout de suite au labo pour que ça ne coagule pas, mais il faut qu'on sache si on a une thrombopénie ou pas, parce que l'existence de la thrombopénie va nous orienter pour penser à l'alloimmunisation plaquettaire. On recherchera aussi chez la patiente les allo-anticorps antiplaquettaires, et puis on fera un cross-match, ça veut dire qu'on met en contact les plaquettes du conjoint avec le sérum de la patiente pour voir s'il y a une réaction. Donc à l'issue du bilan, on a deux situations, ça peut être très clair, on sait qu'il y a une alloimmunisation fœtomaternelle antiplaquettaire, l'histoire est claire, on a la thrombopénie, les signes cliniques éventuellement qui ont orienté le diagnostic, on a l'incompatibilité dans le couple, on a les anticorps, la situation est claire, et puis il y a beaucoup de situations où ça n'est pas clair, c'est-à-dire que l'histoire clinique, elle nous fait penser à une alloimmunisation et malheureusement c'est une mort in utero ou une IMG pour lequel on n'a pas la numération de plaquettaire, on ne trouve pas les anticorps mais il y a une incompatibilité dans le couple et il y a beaucoup de dossiers sur lesquels on se pose énormément de questions quand il faut programmer la grossesse suivante. Et donc, si ces premiers résultats d'immunologie plaquettaire sont négatifs, mais que l'histoire clinique évoque vraiment un problème d'alloimmunisation, on répétera le bilan. Alors, quand la patiente envisage une autre grossesse ou quand elle est enceinte, il va falloir qu'on évalue le risque et surtout, il faut que la patiente soit suivie dans une unité qui a l'habitude de prendre en charge ces problèmes d'alloimmunisation plaquettaire. La première évaluation du risque, c'est de savoir si on a un risque 100% que le fœtus soit incompatible ou de 50%. Donc, est-ce que le conjoint est homozygote pour l'antigène responsable ou est-ce qu'il est hétérozygote? S'il est homozygote, on considérera que le fœtus est incompatible dans 100% des cas. S'il est hétérozygote, dans ces cas-là, il faut qu'on connaisse le génotypage du fœtus. Alors, on peut faire des prélèvements invasifs, mais surtout maintenant en France, on a la possibilité de faire un génotypage plaquettaire sur sang maternel, donc exactement comme on fait le génotypage dans le cadre de l'alloimmunisation Rhesus. Il y a un laboratoire qui le fait en France, qui est le laboratoire du CNRHP, donc du centre de référence à Paris. Et puis on contrôlera les allo-anticorps, en sachant que le risque de récurrence, il est important, 80 à 90% lors de la grossesse suivante, avec souvent une atteinte plus sévère, mais les tableaux ne sont pas toujours si caractéristiques que ça. Pour évaluer le risque, on va se baser sur les antécédents et le bilan biologique. Donc, selon les antécédents, on va dire que le risque est extrêmement élevé si on a eu une hémorragie intracérébrale avant 28 semaines d'aménorrhée, très élevé si elle est survenue au 3e trimestre de la grossesse, élevé si on a eu une hémorragie ou une numération plaquettaire inférieure à 20 000, une hémorragie périnatale, excusez-moi, ou une numération plaquettaire inférieure à 20 000, et le risque standard s'il n'y a pas eu d'hémorragie intracérébrale et une numération plaquettaire à la naissance supérieure à 20 000. On peut aussi se baser sur le type de l'anticorps, donc un risque élevé avec, dans le système 1A et 3A, un risque un peu plus faible pour le 5B et le 15B. Pour le système HPA1, j'y reviendrai, on peut faire une quantification des anticorps et c'est actuellement à l'étude pour savoir si ça peut préciser le risque et la gravité de la thrombopénie. Et puis dans le système HPA1, on peut faire aussi un typage HLA et certaines études ont prouvé, en tout cas ont étudié la liaison entre l'HLA DRB3-1-1 et le risque d'immunisation. Donc les patientes qui ont ce typage HLA ont un risque d'immunisation 25 fois plus élevé et il est possible que le risque de thrombopénie sévère soit plus élevé aussi chez elles. Par contre, les patientes qui n'ont pas ce typage HLA ont un risque de thrombopénie sévère qui est plus faible. Donc on va s'aider de ces éléments pour préciser le risque pour la grossesse. La surveillance, elle va être échographique, donc on va vérifier l'absence d'apparition d'une ventriculomégalie ou d'une hémorragie parenchymateuse. On va surveiller les anticorps, donc avec un dosage qui est possible pour les anticorps anti-HPA1A, donc je vous le dis qui est en cours d'évaluation. Et puis certains discutaient de réaliser en cours de grossesse des ponctions de sang fœtal pour évaluer le risque, mais ce sont des situations qui sont vraiment à risque de complications, d'hémorragie, surtout si le fœtus est thrombopénique. Donc c'est très peu fait actuellement dans la balance risque-bénéfice. On ne va pas pratiquer ces ponctions de sang fœtal en cours de grossesse. C'est fait dans certains cas où le tableau clinique est
est difficile, où la conclusion est difficile à faire. Et donc, dans ces cas-là, on a besoin de savoir si le fœtus a une thrombopénie ou pas pour traiter. Mais c'est vraiment quelque chose qui est fait très rarement. Le traitement préventif va reposer sur un traitement de la mère. Donc, c'est quelque chose qu'on va prescrire à la patiente pour limiter la thrombopénie. Les protocoles sont variables, mais il y a quand même un consensus pour dire que le traitement préventif doit être réalisé quand on a un antécédent d'hémorragie intracérébrale, avec un tableau où on connaît l'étiologie qui est une allomisation fœto-maternelle antiplaquettaire, ou quand on a un antécédent de thrombopénie très sévère à la naissance. Le traitement qui est le plus utilisé sont les immunoglobulines polyvalentes. Il n'y a pas d'essai randomisé contre placebo comme souvent dans les pathologies en médecine fœtale. Il y a des essais randomisés sur la dose à donner. Et les doses, c'est entre 0,5 à 2 grammes par kilo de poids maternel par semaine. Le plus souvent en France, on fait 1 gramme par kilo par semaine. Le début de prescription des immunoglobulines, ça va dépendre des antécédents. Donc, si on a un antécédent d'hémorragie, on va commencer au premier trimestre de la grossesse. Si on a un antécédent de thrombopénie, on peut commencer au second trimestre de la grossesse. Et on fera ces injections toutes les semaines. Ce sont des injections, un traitement qui est très lourd, puisque ça se fait en hôpital de jour. Donc, c'est contraignant pour la patiente. C'est aussi un traitement qui est très cher, plusieurs milliers d'euros par cure d'immunoglobulines hebdomadaire. Et puis, c'est un produit qui est rare, précieux, et on a parfois des alertes de rupture de stock. A priori, pas d'effet indésirable connu chez le nouveau-né ou le fœtus. Il peut y avoir des complications maternelles de mauvaise tolérance, et certains s'interrogent sur le risque thromboembolique. Et donc, je vous disais, un problème de coût et de disponibilité, mais un taux de succès qui est important, donc d'absence de récidive des hémorragies intracérébrales. Comme ce traitement est rare et coûteux, il y a eu des décisions de la DGS qui classent les indications en prioritaire ou non, et vous voyez que l'alloimmunisation fœto-maternelle antiplaquettaire est considérée comme une indication prioritaire d'utilisation des immunoglobulines polyvalentes. D'autres traitements préventifs ont été étudiés, donc les corticoïdes à la dose de 0,5 à 1 mg par kilo par jour, seuls ou en association avec les immunoglobulines. C'est moins utilisé, il y a moins de preuves d'efficacité. C'est fait dans certaines situations d'antécédents extrêmement sévères où ce traitement est rajouté aux immunoglobulines et ça diminuerait le nombre de fœtus avec une thrombopénie sévère. Il y a un peu plus d'effets indésirables chez la mère et le fœtus. Et puis toujours, donc on va essayer de dire aux patientes qu'il faut éviter les traumatismes. On a parlé tout à l'heure du sport, pas de sport violent dans ces situations-là. Et puis certains contre-indiquent les traitements agissant sur la numération plaquettaire. On a des discussions passionnées sur l'aspégique à dose antiagrégant plaquettaire quand il y a des antécédents de prééclampsie, par exemple. Donc ça se discute au cas par cas. Prise en charge de l'accouchement, donc la voie d'accouchement, on va l'évaluer en fonction des antécédents. Pour certains, la césarienne doit être faite de principe, surtout quand il y a un antécédent de décès, d'hémorragie intracérébrale, de thrombopénie sévère. Mais la césarienne n'évite pas toutes les hémorragies intracérébrales. Il va falloir quand même aller chercher cet enfant et le faire naître. Donc, par la césarienne aussi, on peut avoir des hémorragies cérébrales. La voie basse est possible avec une contre-indication à toutes les manœuvres qui peuvent être traumatiques, telles que la ventouse. La plupart des équipes, en particulier anglo-saxonnes, contre-indiquent aussi les forceps. On les discute en France. Donc, la réalisation de PH in utero ou la pose d'une électrodoscale peut aussi contre-indiquer si on ne connaît pas la numération plaquettaire du fœtus. La seule solution pour connaître la numération plaquettaire du fœtus, c'est de réaliser une ponction de sang fœtal juste avant la naissance pour avoir sa numération plaquettaire. Et donc là encore, c'est réalisé dans certaines équipes expérimentées pour pouvoir orienter la décision de la voie d'accouchement. Mais c'est uniquement si la patiente est motivée pour un accouchement voie basse et qu'on n'a bien sûr pas d'autres indications à une césarienne, d'autres indications obstétricales. Il faut planifier la naissance pour avoir des plaquettes compatibles pour le nouveau-né. Et puis l'âge gestationnel discuté, c'est à partir de 37 semaines d'aménorrhée. Pour le nouveau-né, on prévoit donc les plaquettes compatibles. Donc on va anticiper une commande avec l'EFS. On réalisera une numération plaquettaire au cordon. Et puis si cette numération plaquettaire au cordon est normale, il faut la répéter parce qu'on peut avoir des thrombopénies qui vont apparaître dans les premiers jours de vie. Donc on a l'habitude de la répéter à J1, J3, J5. Ça dépend des habitudes des pédiatres. Mais en tout cas, il ne faut pas l'arrêter à J1 ou à J3 en se disant c'est bon, c'est normal. Il faut poursuivre la surveillance. Et le nadir de la thrombopénie, c'est souvent à 48 heures, mais elle peut durer de 1 à 5 semaines avec un maximum de 2 mois. Alors, 2 dernières diapositives pour terminer sur ce sujet. Est-ce qu'on pourrait dépister les patientes à risque ?
Alors l'enquête familiale, oui, elle se justifie. Je vous rappelle, il ne faut pas oublier les sœurs de ces patientes. Donc on va faire un génotypage de la sœur de la patiente qui a été concernée par une alloimmunisation plaquettaire. Et si elle a le groupe rare, à ce moment-là, on pourra faire le génotypage de son conjoint, le cross-match et la recherche d'anticorps. Et on surveillera cette patiente en cours de grossesse. On ne mettra pas de traitement systématique. En tout cas, ça sera discuté au cas par cas. Est-ce qu'on a un intérêt à faire un dépistage systématique? Donc, par exemple, dépister les patientes qui ont ce groupe rare HPA 1B, 1B. Dans la plupart des pays, ce n'est pas réalisé parce que l'incidence est faible. La Norvège fait un génotypage HPA systématique pour repérer ces patientes donc, qui ont ce groupe rare, mais ce n'est pas fait en France. Et donc, l'intérêt de faire un dépistage, ça serait de discuter des mesures de prévention, comme ce qu'on fait dans l'alloimmunisation Rhésus. Donc, on pourrait le proposer, le discuter uniquement pour ces patientes, donc les alloimmunisations les plus fréquentes, HPA1A. Il faudrait faire une prévention qui est précoce au premier trimestre parce que des hémorragies intracérébrales peuvent survenir. Le terme le plus tôt décrit, c'est 18 semaines d'aménorrhée. Et ça serait le même principe que l'alloimmunisation érythrocytaire, c'est-à-dire des injections d'immunoglobulines anti-HPA1A dans ce cas-là, qui seraient issues de donneurs. Et puis il y a des travaux pour des immunoglobulines de synthèse. Mais actuellement, il n'y a absolument pas de recommandation pour réaliser ce dépistage et la prévention. En conclusion, vous voyez que ce sont des pathologies rares. Il y a actuellement une cohorte nationale qui recueille tous les cas, donc qui est la cohorte AFOI, pour qu'on ait un peu plus de renseignements sur cette pathologie. Ça nécessite une collaboration multidisciplinaire. Il y a beaucoup de discussions avec les biologistes parce que les dossiers ne sont pas aussi clairs, sont pas toujours très clairs, où on ne trouve pas les anticorps alors qu'on est persuadé que c'est une alloimisation plaquettaire. Le risque fœtal et néonatal dépend du type d'anticorps et des antécédents, et donc il faut vraiment explorer toutes les thrombopénies fœtales et néonatales et toutes les situations d'hémorragie intracérébrale. Et je vous rappelle, ne pas oublier, quand on fait une interruption médicale de grossesse, de demander ça dans le bilan étiologique. Et l'avis préconceptionnel, vous l'avez compris, il est indispensable parce que ce sont des pathologies qui sont compliquées, qui doivent être prises en charge dans une équipe expérimentée. Dans un certain nombre de régions, il y a des RCP qui sont régionales, et en France, là, depuis une année ou deux, on a une RCP nationale qui réunit des hématologues, des pédiatres, des hémobiologistes, des gynécologues obstétriciens autour de ces dossiers complexes pour prendre des décisions de bilan, pour prendre des décisions de traitement préventif en cours de grossesse. Et je vous ai mis les adresses mail des 2 personnes qui gèrent la RCP. Je vous remercie de votre attention. Merci Véronique, ton topo très complet. C'est vrai que c'est heureusement rare parce que ça nous pose vraiment des problèmes. Alors, est-ce que vous avez des questions ? En attendant qu'il y ait quelqu'un qui ait une question, je voudrais savoir si toi, en pratique, tu proposes une PSF pour décider du mode d'accouchement. Alors nous, à Lille, oui, on le fait depuis longtemps, et c'est uniquement vraiment quand la patiente est motivée et que ça nous semble utile. Pour l'obstétricien, en fait, il y a des équipes aussi qui disent quand la thrombopénie et la grossesse antérieure n'a pas été sévère, qu'on peut autoriser l'accouchement voix basse avec les mesures de ne pas faire de ventouse. Nous, ça nous semble toujours un petit peu difficile pour l'obstétricien qui est de garde ce jour-là de lui mettre la pression sur le risque éventuel hémorragique de ces décisions obstétricales. Donc quand ça se présente bien, quand la patiente est motivée pour la voix basse, on fait une PSF qu'on programme vers 38 semaines. Et si, en fonction de la numération plaquettaire, on décide de la voie d'accouchement avec la patiente, oui. Ok. Alors, des questions ? Alors, en attendant qu'il y ait des questions, moi j'avais juste une demande et une remarque à faire. Merci Véronique. On essaye, dans le cadre de cette RCP nationale, de recueillir et de faire une base de données de tous les dossiers existants. Donc n'hésitez pas, quand vous avez un dossier d'alloimisation plaquettaire, de contacter les mails que Véro vous a transmis sur le diaporama, pour nous permettre d'avoir une vision un peu de ce qui se passe en France sur ces dossiers-là qui sont toujours difficiles à traiter, à gérer, car c'est pas tout le temps simple avec un antécédent, des anticorps anti-HPA1A avec 80% de récidive. Des fois, c'est plus complexe que ça. Et donc, ça vaut la peine d'avoir une base de données nationale. Voilà, c'était juste pour insister là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions à poser ? Juste pour dire, la situation qui est vraiment compliquée, c'est l'interruption médicale de grossesse pour hémorragie sans qu'on ait une numération plaquettaire, avec une incompatibilité mais pas d'anticorps, où c'est parfois difficile d'orienter le conseil
en Ouais. préconceptionnel. Peut-être qu'il faudra repasser peut-être un message d'ailleurs à la Fédération des CPDPN, peut-être pour insister sur le fait de lors de l'interruption de grossesse pour hémorragie cérébrale, de se battre pour la numération plaquettaire. Ça oriente énormément la situation. Et n'oubliez pas que c'est pas parce qu'il y a une thrombopénie maternelle qu'on va évoquer ce dossier. Donc ça, c'est important, ce que Véronique a dit. Ce sont des situations où la femme n'est pas thrombopénique. Donc c'est très important à garder en tête. Une question, Véronique. Les Américains avaient un protocole d'adaptation des doses de corticothérapie et d'immunoglobuline adapté sur une PSF. Donc, tu as présenté vraiment en balayant la possibilité d'une PSF dans la prise en charge thérapeutique. Bon, j'imagine que tu ne le fais pas, nous non plus, on ne le fait pas, ça, mais... Alors, les dernières recommandations internationales de 2019 ne recommandent plus la PSF en cours de grossesse, mais dans des situations où on n'est pas sûr de l'alloménisation, où le dossier est très complexe, dans certaines équipes, c'est fait plutôt à visée diagnostic pour avancer sur la prise en charge. Mais c'est vrai que c'est plus recommandé pour adapter le traitement. En fait, depuis qu'on a fait la preuve des immunoglobulines, en fait, tous les essais qui consistaient à essayer d'adapter, de multiplier les PSF, à montrer sa morbidité, donc en fait, il n'y aura plus d'essais là-dessus. Donc en fait, c'est terminé. C'est des années 2000, de 2000 à 2010 et c'est terminé maintenant. Donc en fait, il n'y a plus d'essais comme ça. Souvent, d'ailleurs, c'est des essais qui étaient interrompus par défaut d'inclusion. Donc c'était assez compliqué. Pas d'autres questions pour le professeur Debarge? Les plaquettes sont claires pour tout le monde. Merci beaucoup, Véronique. Et nous allons passer au dossier suivant. Au topo suivant, qui est monsieur Charles-André Philippe. Qui va nous parler, non pas des cerclages, mais des antécédents d'endométriose. Alors, je vous remercie déjà de m'accueillir pour parler un petit peu de chirurgie dans une session plutôt obstétricale. Je vais essayer de m'adapter à ça. J'ai un petit peu adapté également le sujet pour qu'il soit peut-être un peu plus large. Le sujet endométriose et grossesse, il est aussi large que fréquent. Hein. On cumule forcément la problématique de la grossesse qui est quand même loin d'être rare, et puis une pathologie qui toucherait quand même a priori 10% des femmes en âge de procréer. Donc il faut essayer de trouver un petit peu un abord. Je vais essayer de préciser un petit peu le sujet. Je remercie beaucoup Louis Marcelin et plus largement l'équipe de Cochin qui a beaucoup travaillé sur le sujet et qui m'ont également aidé pour vous proposer ce topo. Donc cette équipe de Cochin, ils ont justement travaillé beaucoup sur l'endométriose, les mécanismes de l'endométriose. Bon, je ne vous ferai pas l'offense de vous expliquer ce qu'est l'endométriose avec l'endomètre en dehors de l'utérus, mais c'est intéressant de voir que c'est également un endomètre pathologique. Même si d'un point de vue histologique, il ressemble à de l'endomètre normal, en réalité, c'est un endomètre pathologique en dehors de l'utérus parce que, in fine, au sein de l'utérus, il y a aussi un endomètre pathologique et c'est sur ça un petit peu que repose un certain nombre de ces problématiques. Donc quand on s'intéresse à l'endométriose, à la grossesse, à l'impact que peut avoir l'un sur l'autre, on peut avoir différentes lectures. On ne peut pas tout développer aujourd'hui. Il y a d'abord celui de se dire mais quel peut être l'impact de l'endométriose sur une grossesse? Une fois que la patiente est enceinte, qu'est-ce que ça va donner? Alors avant même qu'elle soit enceinte, il y a la problématique de la fertilité qui est déjà un sujet en soi qui pourrait occuper une grande journée de congrès à elle toute seule. Il y a la problématique forcément que quand on est infertile, on met plus de temps et donc on est plus âgé, et ça c'est quelque chose que tous les obstétriciens et les médecins spécialisés en fertilité connaissent bien. Une fois qu'on arrive en PMA, il y a des problématiques de la grossesse qui sont liées à ça et qui sont intrinsèquement présentes dans les études d'endométriose et qui vont perturber un petit peu les résultats. Et puis après, il y a probablement un impact obstétrical intrinsèque de l'endométriose via cet endomètre qui est pathologique, même au sein de l'utérus. Mais ce n'est pas le sujet qu'on va développer dans ce topo-là. C'est plutôt quel est l'impact de la grossesse sur les lésions d'endométriose. Est-ce que ça impacte les symptômes? Est-ce que ça impacte les lésions qui sont en place? Et puis, est-ce qu'il existe un lien obstétrical, enfin des complications spécifiques obstétricales liées à ces modifications des lésions? Et je pense que c'est ça qui est important que les obstétriciens connaissent, tout en n'ayant non plus pas des insomnies, parce que c'est des choses qui sont rares. Ensuite, il y a aussi l'intérêt, c'est de se dire l'endométriose, ça entraîne des chirurgies qui entraînent éventuellement une amélioration de la grossesse ou pas, c'est des débats, mais en tout cas, est-ce que quand la chirurgie a eu lieu, et c'était un petit peu le sujet qu'on m'avait proposé au départ, est-ce qu'elle impacte beaucoup les différentes problématiques qu'on a vues au-dessus? Donc moi, je parlerai surtout des deux dernières. Donc il y aura aussi un topo demain dans la session endométriose sur les grossesses, et peut-être que je développerai un petit peu plus le point précédent.
Donc l'impact de la grossesse sur l'endométriose, c'est quelque chose, c'est pas récent, hein. Il y avait déjà un papier dans le journal, dans le JAMA en 1949 qui disait « La nature a trouvé un bon moyen de traiter l'endométriose, c'est la grossesse ». Et ça n'a pas beaucoup changé parce qu'en 2018, on avait un article qui nous montrait que ce soit sur la dysménorrhée, sur les dyspareunies profondes, sur les douleurs chroniques et sur les douleurs digestives, on voit une amélioration significative quand on regarde ce que ressentent les patientes après la grossesse par rapport à avant leur grossesse. Il y a un effet positif aussi objectif sur les lésions, dans l'endométriose profonde en particulier. Donc là, un travail de Cochin également qui montrait que les lésions d'endométriose, elles ont quand même globalement tendance à diminuer significativement. C'est intéressant, par exemple, on voit cette lésion d'endométriose digestive, là, sur une IRM sagittale en T2. On voit cette lésion digestive avant la grossesse et après, on a beaucoup plus de mal à la voir, elle est plus petite. Là encore, une lésion d'un ligament utérosacré gauche qu'on voit bien avant et qui est un petit peu plus dur à voir après. Et là, un endométriome présent avant la grossesse qui est à peine visible après. Mais est-ce que les effets sont toujours positifs? Eh bien, pas que. Il y a quand même des complications liées à l'endométriose. En particulier, il y en a un qui est quand même encore un peu un impact de la grossesse sur l'endométriose, c'est l'impact de la grossesse sur l'adénomiose. Donc première chose, l'adénomiose, c'est pas comme l'endométriose profonde, ça a plutôt tendance à augmenter significativement lorsque les patientes sont enceintes. Il y a plus d'adénomiose après les grossesses et elle a tendance à être plus diffuse quand elle était présente avant. Donc l'adénomiose réagit peut-être un peu différemment. Ça va un petit peu dans le sens, la question ça va être, c'est quoi l'adénomiose? Parce que forcément l'endométriose profonde d'un torus uterinum, c'est in fine histologiquement aussi de l'adénomiose qui est un petit peu la source de beaucoup de questions. Mais si on s'intéresse sur l'adénomiose interne, on sait que cette adénomiose elle a plutôt tendance à augmenter avec les grossesses. Donc jusque-là, rien de nouveau. Ça pose la question de se dire, oui, mais si l'adénomiose, elle progresse, est-ce que c'est ça qui expliquerait ces fameuses ruptures utérines spontanées qu'on observe chez certaines patientes? On en reparle juste après. Une étude de 2022 qui essaye de rapporter toutes les case reports sur les ruptures spontanées attribuées à de l'endométriose. Donc on en voit quand même un certain nombre à des termes de grossesse qui sont en gros entre le 2e et la fin du 3e trimestre, avec voilà, le bébé qu'on voit en dehors du ventre et qui n'est plus dans l'utérus, comme on peut le voir sur cette photo-là. Mais quand on regarde plus en dehors de la boîte, et si on prend toutes les ruptures utérines publiées et qu'on regarde vraiment lesquelles étaient liées à de l'adénomiose et lesquelles ne sont pas liées à de l'adénomiose, on se rend compte qu'en réalité, là je ne l'ai pas mis là, mais qu'un certain nombre déjà de ruptures utérines interviennent chez des patients qui n'ont pas a priori d'adénomiose utérine. Donc, pour entrer un petit peu plus sur l'impact de la grossesse sur les lésions d'endométriose, finalement plus que l'inverse, il y a déjà une première chose qu'il faut connaître quand on est obstétricien pour se rassurer un petit peu la nuit quand on tombe sur des trucs bizarres. Peut-être que ça, certains d'entre vous l'ont déjà rencontré. Ça fait un peu bizarre, c'est la déciduose ectopique, c'est-à-dire qu'il arrive fréquemment, même en dehors d'une endométriose connue, probablement chez des patientes même qui n'en ont pas auparavant, que sous l'influence des hormones et en particulier de la progestérone, ils se mettent à apparaître de l'endomètre sur la surface de l'utérus et que cet endomètre va se décidualiser comme l'endomètre intra-utérin et aboutir à ces lésions un peu de pseudocarcinose qui peuvent beaucoup nous inquiéter quand on fait une césarienne. Dans ces cas-là, assez facilement en césarienne, on peut faire une biopsie. C'est dur à voir quand même à l'échographie, donc ça inquiète peut-être pas quand on les voit pas, mais bien sûr, ça reviendra négatif. Il ne faut pas trop s'inquiéter. C'est en général complètement réversible, même s'il faut se poser éventuellement la question d'une endométriose préalable associée éventuellement superficielle. Il y a la question de l'endométriome quand il est bien connu. Lui aussi, c'est de l'endomètre, plus ou moins pathologique, mais lui aussi va être soumis aux influences des hormones et se décidualiser pour être potentiellement prêt à être l'interface entre la grossesse et l'utérus, avec tous les impacts immunologiques que ça implique. Et quand on découvre un endométriome à l'échographie du premier trimestre, ça peut être très inquiétant, parce que ces aspects, selon les classifications IOTA des tumeurs, des kystes de l'ovaire, ils ont quasiment toutes les caractéristiques de malignité, puisqu'ils ont des végétations, qu'elles sont vascularisées, parfois fortement vascularisées, et que c'est même carrément ce qu'on peut appeler des portions solides. Donc c'est très inquiétant. L'IRM aussi peut un petit peu
peut tomber dans le panneau et ça peut être source de iatrogénie parce que si on va enlever un ovaire chez une patiente en âge de procréer, c'est gênant, et puis si on l'enlève avant 15-16 semaines, ça peut signifier la fin de la grossesse. Donc être prudent sur ces diagnostics-là et pas aller trop vite aux stratégies interventionnistes. Il y a un autre élément, c'est l'hémopéritoine spontané. Donc ça, c'est celui qui doit, à mon avis, faire le plus peur. Il faut le connaître, il faut y penser. C'est rarissime, vous en verrez peut-être 1 ou 2 ou 3 dans votre vie, mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'il faut chercher chez toutes les patientes qui ont de l'endométriose. Mais il faut être au courant, il existe des hémopéritoines spontanés, d'ailleurs que ce soit sur des endométrioses connues ou pas. Sur une revue de 2017, il a été montré que ça survient quand même plutôt au 3e trimestre, dans 50% des cas, sinon c'est plutôt la deuxième partie du 2e trimestre, que ça peut être quand même assez grave, avec des états de choc à peu près dans 50% des patientes, que la souffrance fœtale elle est importante, jusqu'à 40% des fœtus, même peut-être un petit peu plus quand il s'agit vraiment d'hémopéritoines sur de l'endométriose, et que le plus souvent, c'est des ruptures spontanées ou des saignements spontanés au niveau des vaisseaux utérins. Si on veut regarder un petit peu plus large, c'est le ligament large au niveau des vaisseaux utérins, la partie postérieure de l'utérus et les vaisseaux ovariens. Ça représente à peu près 66% des cas, parfois sur des lésions d'endométriose visibles, et puis dans à peu près 20% des cas également sur des lésions un peu mixtes, à la fois des saignements sur des lésions, puis sur un des pédicules vasculaires de l'utérus ou de l'ovaire. Et quand on regarde là aussi les hémopéritoines spontanés rapportés dans la littérature, sur la revue de Brossens en 2004, on se rend compte qu'il n'y a que 50% des patientes qui ont une endométriose connue. Qui sont les autres? Est-ce qu'il y a aussi des hémopéritoines spontanés en dehors de l'endométriose? Est-ce que c'est le cas des patientes non diagnostiquées? Mais dans tous les cas, c'est la vraie vie de la salle d'accouchement. Quand vous avez une patiente qui a mal au ventre au 3e trimestre, brutalement, avec douleur dans les épaules, douleur au-dessus de l'ombilic, il faut évoquer la rupture utérine, bien sûr, mais il faut penser à l'hémopéritoine spontané. Je pense qu'on peut y aller facilement en pensant à une rupture avec peut-être un fœtus qui va bien, mais on a vu que ce n'était pas forcément le cas. Donc on peut finalement tomber sur un utérus intact et cet hémopéritoine et penser à l'endométriose, connue ou non. Voilà un petit peu encore des points. La prolongation de la grossesse, elle a été possible dans 12% des cas sur 2 séries différentes, les 2 articles que j'ai cités avant, principalement lorsqu'il y a eu la possibilité de traiter l'hémopéritoine sans intervenir sur l'utérus. Il y a aussi 2 cas rapportés, dont un par Cochin, d'emboliser les artères, une artère utérine en cause, avec la possibilité de poursuivre la grossesse jusqu'à 34 semaines. Et il y a quand même une mortalité périnatale importante de 27% ou 36% selon les études. Et quand c'est en lien avec l'endométriose, ça monte jusqu'à 80%, ce qui est quand même très préoccupant, avec une mortalité maternelle qui reste faible, mais qui est quand même pas, qui a été rapportée qu'une seule fois, mais qui n'est pas nulle. On a une étude Rhône-Alpine de Lyon-Sud aussi, donc je la cite, en plus elle est récente. Sur 60 maternités, 50 cas rétrospectifs ont été rapportés, on retrouve un peu les mêmes choses, 44% de PMA, un terme moyen autour de 27 semaines d'aménorrhée, un choc hémorragique dans 47% des cas, et toujours cette atteinte médio-latérale, dont en particulier les atteintes du ligament large en général. Ces hémorragies ont été traitées par laparotomie dans la majorité des cas, parfois par célioscopie, parfois par radiologie interventionnelle. Elles conduisent à une hystérectomie dans 6% des cas, à la mort du fœtus dans 30% des cas, et heureusement, dans notre série, aucune mort maternelle. Du coup, voici un petit peu ce qu'on peut retrouver, voilà, des espèces de saignements en nappe comme ça sur la face postérieure de l'utérus à proximité des vaisseaux ovariens, des saignements plus à proximité du vaisseau utérin ici du côté gauche, au-dessus du ligament utérosacré gauche, à proximité donc de l'artère utérine et puis de l'urtère qui doit passer pas bien loin, un petit peu la même chose ici, donc voilà, bien souvent sur la face postérieure de l'utérus quand même. Une autre problématique, la perforation digestive, un peu moins urgente, mais qui parfois tout aussi grave, il ne faut pas la rater. C'est rare, mais c'est classique, donc pas beaucoup de cas, mais il y a une étude de 2014 qui rapportait un peu tous les cas publiés dans la littérature. On trouve plutôt des perforations autour du 3e trimestre de la grossesse, mais ça peut arriver au 2e trimestre. Et de façon intéressante, c'est surtout le sigmoïde qui est concerné, le sigmoïde qui est plus fin que le rectum. Et puis, de manière encore un peu plus intéressante, les lésions de l'appendice et du cécum, alors que c'est plutôt dans l'ordre inverse, d'habitude par ordre de fréquence. Donc pensez aussi au fait que l'appendice, le cécum et parfois l'iléon terminal peut être en cause dans une perforation. Là, on est probablement autour d'une lésion appendiculaire ou de l'iléon terminal.
Donc voici là justement une image de perforation sur une lésion appendiculaire. Donc il faut la voir, il faut être sensibilisé parce que l'appendice n'est pas toujours simple à voir chez une patiente enceinte. Donc je ne vais pas rentrer dans le débat parce qu'on n'a pas le temps sur la fertilité et les grossesses, mais ce qui serait intéressant de connaître, c'est quel est l'impact des complications, quel est l'impact des chirurgies sur les complications obstétricales. Malheureusement, il n'y a pas de données disponibles là-dessus. Je vais essayer d'accélérer un petit peu là-dessus. Donc il n'y a pas de données très intéressantes. Il faudrait faire une étude pour savoir si les patientes, quand on les opère par rapport à quand on ne les opère pas, est-ce que ça change quelque chose dans leur pronostic de grossesse, en particulier sur les choses dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, l'augmentation potentielle des prééclampsies, de la prématurité, mais ça n'a pas été publié. L'impact des complications sur la grossesse, ça a déjà été montré. Quand on a déjà eu une complication, il y a un impact sur la grossesse. Probablement que c'est encore plus vrai lorsqu'on a eu des complications graves sur le plan digestif, avec seulement 33% de grossesse cumulée après des complications graves digestives par rapport à 83% de grossesse pour les complications graves urinaires. Donc je terminerai juste par quelques slides sur les ruptures utérines postérieures en lien avec les chirurgies. Donc là, on est vraiment sur qu'est-ce que les traitements entraînent pendant la grossesse. Il faut se méfier des patientes qui ont eu des chirurgies du torus et des ligaments utérosacrés parce qu'elles entraînent une augmentation des potentiels des ruptures utérines postérieures, qui sont des ruptures spontanées mais spécifiques, qui ont déjà été rapportées quand même plusieurs fois dans la littérature. On a fait un petit travail qui n'est pas encore publié, qui montre, nous, de notre côté, que quand une patiente a une chirurgie du torus et des ligaments utérosacrés, on a une diminution significative de l'épaisseur de l'isthme et que ça pourrait être un des mécanismes impliqués dans le mécanisme. Alors après, il y a des chirurgies qui sont faites au Japon sur l'adénomiose, et là, forcément, on arrive à quasiment 6% de rupture utérine quand une patiente a une résection d'un adénomiome. Donc là, forcément, s'en méfier, mais là, on est dans le cas des utérus cicatriciels importants. Donc pour conclure, l'impact de la grossesse sur l'endométriose, ça améliore les symptômes, ça améliore les lésions d'endométriose postérieures, mais on se méfie, ça aggrave l'adénomiose. L'endomètre se décidualise, ce qui amène à des complications qu'il faut connaître, mais qui sont rares, tellement rares qu'il ne faut pas changer sa façon de suivre les patientes qui ont de l'endométriose pendant la grossesse. Et l'impact de la chirurgie sur la grossesse, voilà, il y a le débat sur la fertilité, je ne rentrerai pas dedans. En tout cas, il y a peu de données. Et il faut se méfier aussi d'une autre complication qu'il faut connaître, c'est les ruptures utérines postérieures après les chirurgies du torus, des ligaments utérosacrés qu'il faut encore un petit peu expertiser. Je suis désolé, j'ai dépassé un tout petit peu le temps. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de temps pour les questions, mais en tout cas, je vous remercie. Donc, merci beaucoup pour ce topo. Alors, est-ce que vous avez dans la salle des remarques ou des commentaires? Alors moi, personnellement, je suis contente parce que si je suis vos statistiques, j'en ai déjà eu 2, donc il m'en reste plus qu'une à avoir. Bon. Et après, je suis tranquille jusqu'à la fin de ma carrière. Et c'est vrai que c'est des complications qui sont compliquées à traiter pour nous, mais on est quand même chirurgien, on reste quand même gynécologue obstétricien. On reste sur les mêmes logiques. Voilà, mais bon, c'est vrai que ça fait un peu frémir quand même, ces complications. Oui, je ne voudrais pas te rassurer, mais je ne suis pas sûr que tu aies fini d'en rencontrer. Non, moi aussi, j'insiste sur en fait, le danger de ces grossesses, parce que tu dis que c'est rare, mais en fait, on en rencontre quand même régulièrement. En plus, on les concentre un petit peu. C'est rare, les complications. Et puis surtout, il y a des notions importantes, qui est d'abord entre la rupture utérine et l'hémopéritoine. Des fois, ce n'est pas facile parce qu'elles sont algiques. Le danger, c'est que comme elles sont algiques et que ce n'est pas lié aux contractions, finalement, on néglige un petit peu et on considère que, oui, elle a mal, donc, et on attend. Et donc, c'est difficile. Et puis, elles peuvent... la mortalité est à haut risque. Le fœtus, souvent, on le perd. Et puis, surtout, on peut être amené à avoir un saignement en 2 temps. C'est-à-dire, en fait, on ouvre, on a un hémopéritoine, on ne trouve pas la cause, on ne trouve pas le vaisseau qui saigne, alors on ferme. Il ne se passe plus rien pendant 3, 4, 5 jours. Elle repart à la maison, elle ressaigne 3 semaines après. Et donc, l'hémopéritoine en 2 temps, il est pas exceptionnel. Et donc, on a de quoi être inquiet. Enfin, c'est vraiment des situations qui sont difficiles à gérer. Voilà. C'est sûr que c'est inquiétant, mais c'est vrai qu'en plus, je pense qu'on est vraiment dans l'idée de se dire, il y a une rupture utérine, il y a le bébé qui va pas bien, la dame a une hémopéritoine, on arrive et je pense que les gens sont là, il n'y a pas la rupture utérine, et du coup, ils se disent, je me suis trompé, ils referment. Il faut penser à aller regarder derrière l'utérus, qui est quand même pas spontanément quelque chose qu'on fait avec un bébé en place. Et même quand on regarde, des fois, on trouve rien. Voilà, des fois, on trouve rien. Après, il y a le mécanisme de la fibrinolyse qui se met en place comme... Des questions ? Il faut connaître, en tout cas. Oui. Oui, bonjour. Jérôme Potin, à Tours. Merci de votre topo.
Dans mon équipe, je fais de l'obstétrique, et ces 2 dernières années, les chirurgiens qui font de l'endométriose, sur les endométrioses très sévères avec des chirurgies longues et complexes, ont changé leur attitude et nous préconisent de faire une césarienne sur la grossesse qui suit la prise en charge de l'endométriose sévère. Vous en parlez pas d'indication de césarienne là actuellement. Vous en êtes où, vous, dans vos centres? Nous, on n'a pas cette vision-là et on recommande clairement pas de faire une césarienne. Sur le peu de complications, quand même, encore une fois, on parle de 10% de la population qui a de l'endométriose. Après, pas 10% qui a des chirurgies lourdes, on est bien d'accord. Mais par contre, à l'inverse, quand on regarde a posteriori ces patientes, et je n'ai pas beaucoup développé là, mais nos patientes là, par exemple, vous voyez, qui ont eu des lésions d'utérus, alors c'est un hasard, mais elles ont 4 césariennes sur 6 grossesses et une mort fétale. Donc on est quand même dans des complexités de choses qu'on ne comprend pas très bien. Moi, je me pose la question, Christelle n'est pas dans la salle, Christelle Nyangotimo, qui s'intéresse beaucoup aux nerfs du plexus hypogastrique inférieur à Rennes. On coupe quand même les nerfs de l'utérus quand on résecte des ligaments hétérosacrés, et ces nerfs de l'utérus, ils sont peut-être là quand même pour quelque chose. Et les difficultés de l'accouchement des patientes qui ont de l'endométriose pourraient aussi avoir un lien avec ces chirurgies qui, si elles ne dénervent pas forcément la vessie, on en est bien content quand on fait attention à ne pas aller trop sur les côtés, peut-être commencent à dénerver beaucoup l'utérus. Est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'elles accouchent moins bien. Après, il y a aussi quelque chose, c'est que les complications, elles surviennent avant terme. Donc, en fait, souvent, quand on a une situation d'hémopéritoine ou de suspicion de rupture, on est avant le moment où on pourrait éventuellement programmer une césarienne. Donc, cette question-là, finalement, elle se pose pour un petit pourcentage de patientes. Mais il y a les complications vraiment de la désualisation, et puis il y a les complications induites par la chirurgie qui sont encore très mal connues. Et vraiment, cette idée que l'utérus est peut-être dénervé par la chirurgie et que ça a quand même un rôle, les nerfs, pour entraîner une contraction utérine, c'est assez logique, et ça passe par le plexus hypogastrique inférieur à ce qu'on en comprend, peut avoir aussi un lien dans le fait que ces patientes, finalement, elles accouchent mal aussi. Bon, ça reste à explorer. Avec une hypertonie périnéale qui est aussi au centre de cette maladie. Eh bien, merci beaucoup. Merci. On n'a pas de temps pour continuer. On va passer au topo suivant avec le professeur Leray, qui va nous parler de la grossesse après 45 ans. Il n'y a pas longtemps, on parlait des grossesses tardives après 40 ans. On est maintenant à 45 ans. 45 ans. C'est ça. J'avais fait il y a plusieurs années ce topo, effectivement, la grossesse après 40 ans. Et donc là, on m'a demandé de faire 5 ans de plus. Peut-être que dans 5 ans, ce sera après 50 ans. Merci beaucoup de m'inviter pour faire cette présentation. Donc on va parler des risques et puis de la prise en charge des grossesses après 45 ans. Donc on sait que l'âge des femmes à l'accouchement recule. On voit bien sur cette courbe de l'INSEE depuis les années 60 un déplacement de la courbe vers la droite. J'ai repris les chiffres de l'enquête nationale périnatale en m'intéressant plus spécifiquement à cette petite tranche de la population qui accouche à 45 ans ou plus. Et finalement, ça représente quand même une part très faible des grossesses actuellement. Pour l'ENP 2021, c'est 0,4% des femmes. Mais on voit que ce chiffre est en augmentation. Donc c'est lié bien sûr à une transformation des normes sociales et puis évidemment des progrès techniques de la PMA. Si on s'intéresse aux chiffres chez nos voisins européens, donc il y a vient de sortir le rapport Européristat, donc je n'ai pas la comparaison pour les femmes de plus de 45 ans, mais quand on compare 2015-2019 dans les différents pays européens, on voit que dans tous les pays, les femmes qui accouchent après 40 ans est en augmentation, et en particulier en Espagne ou encore en Italie. Donc on va parler effectivement des risques qui sont liés à l'âge, des risques liés au mode de conception, à la gémellité. On essaiera de voir aussi si c'est pareil finalement 45, 49 versus 50 ou plus, et puis essayer de voir quelle prise en charge on peut proposer à ces patientes. Donc c'est un sujet qui nous intéresse depuis longtemps à Port-Royal. Là je vous présente les résultats de la thèse d'Aurélie Vincent qui était déjà publiée en 2012. Donc on ne s'était pas intéressé à plus de 45 ans à l'époque, on faisait 43 ans et plus, versus un groupe de patientes qui étaient tirées au sort parmi les patientes qui avaient accouché chez nous entre 25 et 35 ans. Et on a regardé les issues de ces grossesses à 43 ans et plus. Donc les patientes n'étaient pas tout à fait les mêmes. Vous voyez, s'il y avait plus de grossesses multiples, plus de fécondation in vitro, il y avait également plus de patientes qui avaient un antécédent d'hypertension artérielle. Donc quand on regarde dans cette étude les issues maternelles et obstétricales,
Donc on a comparé entre ces deux groupes, 25-35 ans versus 43 ans et plus, le risque d'hypertension, de prééclampsie, de diabète, de césarienne, d'hémorragie du postpartum ou encore de transfert en réanimation. Ce qu'on voit, c'est que le taux d'hypertension et prééclampsie est plus élevé chez les patientes de 43 ans et plus, mais quand on ajuste sur un certain nombre de caractéristiques, en particulier le mode de conception, la parité et les grossesses multiples, l'odds ratio ajusté n'est plus significatif. En revanche, ça reste significatif pour la césarienne, avec plus de risques de césarienne pour les femmes de 43 ans et plus. Pour ce qui était des complications très rares avec les transferts maternels en réanimation, on ne pouvait pas faire de tests statistiques, mais on voyait quand même 1,4% des patients de 43 ans et plus versus aucune dans le groupe de tirés au sort de 25-35 ans. Pour les issues périnatales, donc pareil, on a comparé un certain nombre d'indicateurs. Après ajustement, le seul qui ressortait significatif, c'était la prématurité, après ajustement sur les grossesses multiples et sur le mode de conception. La mort fœtale in utero n'était pas statistiquement significative, mais on va y revenir après parce qu'il y a d'autres études plus puissantes que celle-là, et on voyait quand même une augmentation du risque, même s'il n'est pas significatif, de mort fœtale avec 2,2% versus 0,5%. En revanche, pour le risque de retard de croissance, on n'avait pas trouvé de différence entre les deux populations. Dans cette étude, on avait également regardé un peu finalement la combinaison entre le fait d'avoir un âge supérieur à 43 ans, une grossesse spontanée ou une FIV avec un singleton, ou finalement cumuler ces trois facteurs de risque, l'âge, la FIV et la grossesse multiple. Et on voyait aussi bien pour la césarienne que pour la prématurité, qui étaient les deux facteurs qui ressortaient significatifs, des taux très élevés de césarienne ou de prématurité dans le dernier groupe. Quand on regarde la littérature, la césarienne est vraiment beaucoup plus fréquente chez les femmes de plus de 45 ans, jusqu'à 70% dans certaines séries. Il y a plus de présentation dystocique, plus de placenta prévia, plus d'utérus cicatriciel, également une moindre efficacité myométriale, et puis également des césariennes électives plus fréquentes. Donc on n'est pas les seuls à faire ce genre d'analyse. Il y a par exemple une publication récente de l'équipe de Barcelone qui vient d'être publiée en 2019, qui s'est intéressée spécifiquement aux grossesses après 45 ans, où ils font également des ajustements. Ils ajustent sur la FIV, mais pas sur le don d'ovocytes. On va voir l'importance du don d'ovocytes dans les diapositives suivantes. Et donc, eux, pour un groupe de référence de moins de 30 ans, avec des analyses ajustées, ils retrouvent une augmentation du risque pour les femmes de plus de 45 ans de diabète gestationnel, de placenta prévia, de césarienne, que ce soit pour les césariennes programmées en urgence, et également un risque de prématurité induite plus important, mais pas pour la prématurité spontanée, ni pour les enfants de petit poids pour l'âge gestationnel. Si on revient sur des données françaises avec des complications beaucoup plus sévères, et on prend par exemple la mortalité maternelle, là c'est des données du rapport de l'enquête confidentielle sur les morts maternelles. Si on prend un groupe de référence 25-29 ans, on voit que le risque de mortalité augmente de façon très importante avec l'âge. Il n'y a pas assez d'effectifs pour aller à plus de 45, mais on voit que plus de 40, le risque relatif est déjà à 4 et très largement significatif. Pour regarder les complications très rares comme la mortalité maternelle ou les complications très sévères, il faut bien sûr avoir des bases de données avec un effectif très important. Donc on peut aussi prendre cette base de données américaine de plus de 7 millions d'accouchements. On voit une augmentation de la fréquence des femmes qui accouchent au-delà de 45 ans dans cette étude. Et on voit pareil, quand on compare à des femmes de moins de 35 ans versus des femmes qui accouchent à 45 ans et plus, également avec un ajustement sur un certain nombre de facteurs de confusion, une augmentation du risque de décès, de complications cardiaques, de complications pulmonaires ou encore d'insuffisance rénale. Une publication très récente de 2022, là c'est une méta-analyse, et là je trouvais que c'était très intéressant parce que dans les autres études, on compare à des femmes beaucoup plus jeunes, donc le groupe de référence est vraiment un groupe un peu idéal. Mais cette étude-là s'est intéressée donc, au risque à plus de 45 ans et même plus de 50 ans, avec un groupe de référence de femmes de 40-45 ans. Il s'est intéressé à des complications sévères, la mort fœtale in utero, la césarienne, la mortalité maternelle, et ils ont repris 27 études. Et donc, si on compare, donc là, le groupe de référence, c'est le groupe 40-45, et donc on compare 40-45 versus plus de 45, et ici on a les risques relatifs.
ou 40-45 versus plus de 50, et ici on a les risques relatifs, et on voit une augmentation donc significative du risque de mort fœtale in utero au-delà de 45 ans, et encore plus bien sûr au-delà de 50 ans, une augmentation du risque de césarienne pour les plus de 45 ans et encore plus pour les plus de 50 ans, et puis pour la mortalité maternelle, on n'est pas significatif pour plus de 45 ans, mais on est à la limite de la significativité quand même avec un risque relatif à 4. Et pour les patientes de plus de 50 ans, une augmentation significative du risque de mortalité maternelle. Donc des grossesses qui sont loin d'être sans risque. Alors effectivement, l'association entre âge maternel et complications obstétricales, c'est complexe comme association puisque joue le mode de conception, en particulier le don d'ovocytes, surtout quand on avance en âge, et puis également la gémellité. Donc c'est vraiment important quand on regarde les études de bien voir si les auteurs ont bien pris en compte le mode des conceptions, y compris le don d'ovocytes, et puis la gémellité. Donc on avait également, à partir de la même étude que je vous ai montrée précédemment, on s'était intéressé spécifiquement au mode de conception, uniquement chez les femmes de plus de 43 ans, et on avait comparé celles qui avaient une grossesse spontanée, celles qui avaient une FIV autologue, et celles qui avaient une FIV avec don d'ovocytes. Alors ce n'étaient pas exactement les mêmes patientes. Celles qui avaient une FIV avec don d'ovocytes étaient un peu plus vieilles et elles étaient un peu plus souvent nullipares et elles avaient plus de grossesses multiples. Donc bien sûr, il faut absolument ajuster sur la parité, sur la grossesse multiple, si on veut s'intéresser à l'effet du don d'ovocytes. Et donc on avait publié ce travail dans Human Reproduction et on avait montré que le risque était augmenté de prééclampsie chez les femmes qui avaient eu un don d'ovocytes, avec, vous voyez ici, les taux de prééclampsie, 3,8% lorsqu'on avait plus de 43 ans mais qu'on avait une grossesse spontanée, 10% de prééclampsie chez les femmes avec une FIV autologue et 19,2% chez les femmes qui avaient eu une FIV avec don d'ovocytes au-delà de 43 ans. Et après ajustement, le risque restait très largement significatif. Alors on n'est pas les seuls à avoir montré ces résultats-là, ça avait été montré précédemment, puis toutes les séries suivantes ont également retrouvé cette association entre prééclampsie et don d'ovocytes, et que ce soit aussi bien dans les séries de gémellaires que de séries de grossesse unique. Donc la théorie pour expliquer cette augmentation de la prééclampsie en cas de don d'ovocytes, c'est lié à une situation immunologique un peu exceptionnelle finalement, où le génome fœtal est entièrement allogénique à la mère. Alors, est-ce que c'est différent entre 45, 49 ans et plus de 50 ans? C'est un peu la suite du travail qu'on avait fait précédemment. Donc on a pris en compte que des patientes qui avaient eu une grossesse avec don d'ovocytes et on a avec deux groupes d'âge au-delà de 45 ans, 45-49 versus plus de 50. Donc vous voyez le taux de grossesse multiple très élevé. Et quand on comparait les taux de prééclampsie, finalement les taux de prééclampsie étaient les mêmes dans les deux groupes, 20-24%. Le terme à l'accouchement était similaire entre les deux groupes. Les taux de césarienne également très élevés, 64-65%. Il y a un taux d'hémorragie du postpartum qui ne différait pas entre les deux groupes, avec des taux assez élevés, probablement en rapport avec les grossesses multiples. Ce qui était intéressant dans cette étude, c'était de constater que la durée moyenne de séjour en suite de couche était en revanche beaucoup plus élevée chez les femmes de 50 ans et plus, 3 jours en moyenne de plus que chez les femmes qui accouchaient à 45-49 ans. Et qu'en regardant spécifiquement tous les dossiers, on avait pu constater qu'il y avait probablement un impact psychologique différent chez les femmes à plus de 50 ans, un isolement social aussi plus important, et puis une difficulté plus importante de la mise en place du lien mère-enfant. Pour revenir sur le risque de prématurité, on sait que le risque de prématurité, il est élevé en cas de don d'ovocytes, mais il est essentiellement lié en fait finalement à la gémellité, parce que lorsqu'on transfère un seul embryon d'une femme jeune dans un utérus d'une femme plus âgée, le risque finalement de la prématurité en cas de grossesse unique est assez faible. Donc ce risque de prématurité, il est essentiellement lié à la gémellité. Et c'est un peu... j'ai ressorti cette étude parce qu'elle est récente, mais c'est un peu logique, mais ils ont repris que des femmes de 45 ans et plus, ils ont comparé des gémellaires
et des grossesses uniques, et ils trouvent des risques bien plus élevés au-delà de 45 ans lorsqu'on a une grossesse gémellaire versus une grossesse unique, que ce soit pour l'hypertension ou la prééclampsie. Vous voyez encore ici des taux de prééclampsie très élevés, de prématurité ou de petits poids de naissance. Alors en pratique, quelle prise en charge après 45 ans? Idéalement, il faut voir ces patientes en consultation préconceptionnelle. Bien sûr, c'est des femmes plus âgées, donc elles ont plus d'antécédents que des femmes plus jeunes, et que lorsqu'elles ont des pathologies spécifiques, les envoyer idéalement en préconceptionnel chez des spécialistes. Est-ce qu'il faut faire une consultation cardiologique systématique? Moi, j'avoue que quand je les vois au-delà de 45 ans en préconceptionnel, je les envoie en consultation chez le cardiologue. Je sais que les centres qui font du don d'ovocytes à l'étranger ont aussi cette habitude, pas tous, mais un certain nombre. En préconceptionnel, on informe les patientes du risque de prématurité, du risque de césarienne. Je les informe également du risque de prééclampsie au vu du chiffre vraiment important de prééclampsie. Et puis surtout, j'insiste sur la nécessité de transfert d'un embryon unique en expliquant que les donneuses sont jeunes et donc le taux d'implantation va être élevé. Durant la grossesse, je leur répète le risque de prééclampsie et surtout, je leur explique, et ça dès la première consultation, les signes de la prééclampsie pour qu'elles soient vraiment bien informées et bien alertes et qu'elles viennent aux urgences en cas de symptomatologie. Je mets en place une autosurveillance tensionnelle et des bandelettes urinaires hebdomadaires à partir du 3e trimestre. Et puis éventuellement, je rapproche la surveillance, éventuellement avec une sage-femme à domicile, mais sans aucune évidence scientifique. Quelle est la place de l'aspirine systématique chez les patients qui ont un don d'ovocytes après 45 ans? S'il n'y a pas d'autres antécédents, ce n'est pas prouvé pour le moment. Donc ça changera peut-être dans les années à venir. Est-ce qu'il faut faire des échographies supplémentaires? On voit qu'il n'y a pas de surrisque de retard de croissance. Donc si c'est une patiente qui ne développe pas d'hypertension, qui ne développe pas de prééclampsie, il n'y a pas de justification à faire en systématique, en tout cas des échographies à 28 ou 36 semaines. Le dépistage, bien sûr, du diabète gestationnel en systématique. Et puis moi, j'évalue, depuis qu'on a fait cette étude, comparant les patientes de 45, 49 et plus de 50, j'évalue systématiquement le lien social, les ressources, avec un entretien un peu plus approfondi pendant la grossesse. Bien sûr, un entretien du 4e mois systématique pour dépister les vulnérabilités. Et puis très facilement, je les envoie chez l'assistante sociale et chez le psychologue. En fin de grossesse, donc on a vu, il y a un risque augmenté de mort fœtale in utero, x4 dans notre série, x2 dans un registre suédois. Dans la méta-analyse que je vous ai montrée, on voit aussi une augmentation du risque. Est-ce qu'il faut faire une surveillance plus rapprochée en fin de grossesse? Est-ce qu'il faut faire des rythmes systématiques? Si oui, à partir de quand? À quelle fréquence? Bien sûr, il n'y a pas de données pour répondre complètement à cette question-là. Est-ce qu'il faut déclencher systématiquement à 39 semaines? Je pense que c'est une discussion à avoir avec les patientes, d'autant qu'il y a un essai qui avait été fait dans le New England pour les femmes de plus de 35 ans et qui était déjà en faveur du déclenchement. Pas de césarienne systématique. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de projet ultérieur que c'est un argument pour réaliser systématiquement une césarienne. Les risques inhérents à la césarienne, on les connaît, infectieux, thromboemboliques, voire même le décès, ça avait été montré également à partir des données françaises. Et en plus, ils se cumulent avec les risques liés à l'âge. Donc en conclusion, les risques maternels obstétricaux, fœtaux et néonataux augmentent avec l'âge. Les grossesses obtenues par don d'ovocytes sont des grossesses à risque, même si, à titre individuel, elles permettent le plus souvent la naissance d'un enfant en bonne santé. La mauvaise combinaison, c'est certainement l'âge maternel avancé, la grossesse avec don d'ovocytes et la gémellité. Donc, favoriser les grossesses uniques. C'est une situation qui va probablement augmenter au cours des prochaines années. On a vu déjà une augmentation entre 2016 et 2021. Donc, pour la prise en charge, favoriser la consultation préconceptionnelle, l'informer sur les risques, en particulier le risque de prééclampsie, éviter les grossesses gémellaires, encore une fois, donc favoriser le transfert d'un seul embryon et puis organiser un suivi rapproché de la grossesse. Je vous remercie. Merci beaucoup Camille pour ce point qui est important parce qu'effectivement, c'est des situations qu'on rencontre. On retient quand même que âge plus don plus jumeaux, pas fastoche. Est-ce qu'il y a des questions à poser?
Juste une remarque, en fait, quand on compare ces patientes-là, quand les patientes, alors c'est moins vrai maintenant, mais au-delà de 45 ans, il y a plus de risques quand même qu'elles aient des pathologies associées autres, et d'où l'importance peut-être en préconceptionnel bien de les adresser pour être sûr qu'il n'y ait pas un problème sous-jacent qui participerait à l'augmentation de la mortalité. Je ne sais pas comment vous faites, vous, à Oui, moi, on essaie de les voir en préconceptionnel, hein, c'est sûr. Effectivement, s'il y a une pathologie associée, je leur dis aussi d'aller voir le spécialiste avant, pour la conseiller au mieux. Après, c'est rare que ce soit des pathologies qui, finalement, vont les empêcher ou vont les convaincre de ne pas avoir de grossesse, mais c'est important, effectivement, qu'elles voient tous les spécialistes avant. Et c'est vrai que moi, j'ai re-regardé en refaisant le topo s'il y avait des nouvelles recommandations particulières, mais moi, je les envoie chez le cardiologue après 45 ans, quand je les vois en préconceptionnel. Et si elles n'ont pas été vues en préconceptionnel par le cardiologue, je les envoie pendant la grossesse. Par contre, si elles ont été vues en préconceptionnel par le cardiologue, que tout est nickel, je ne les envoie pas en systématique pendant la grossesse chez le cardiologue. Et le cardio, il fait quoi? Fait un électro et un écho-cœur? Il fait un écho-cœur, généralement. Voilà. Alors, le cardio, on comprend bien, mais à un moment donné, j'ai peut-être entendu un peu vite, mais tu parles d'assistante sociale systématique? Non, pas systématique. Non. En fonction de la situation de précarité. En fait, oui, bien sûr. En fait, c'est quand on a fait cette étude qu'on a comparé 45-49 versus plus de 50. Donc, on a vu des durées moyennes de séjour plus élevées que ce qu'on a habituellement. Bon, elles font aussi plus de complications, mais surtout des durées moyennes de séjour plus élevées chez les patientes de 50 ans. Donc, on a repris tous les dossiers pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est des patientes pour lesquelles on n'avait pas bien identifié en anténatal, qu'elles étaient très isolées. Parfois, elles étaient seules, parfois, la famille, les grands-parents, quand elles ont plus de 50 ans, les parents sont encore plus âgés, voire plus là. Et donc, finalement, on se retrouve dans une situation où les patientes restaient plus longtemps à la maternité parce qu'elles étaient très isolées. Et c'est des choses qu'on n'avait pas forcément identifiées avant. Donc, et peut-être quand même que les 43 ans ont plus de grossesse spontanée que les 45-50 ans, il y a plus de dons d'ovocytes. Alors là, c'était que des patientes avec des dons d'ovocytes. Ah, d'accord, 100%. Voilà. Okay, ouais. D'accord. D'autres questions? Du coup, j'avais la remarque sur les recommandations qui allaient être nécessaires, et puis en particulier sur le bilan cardiologique, mais juste une réflexion, j'aimerais entendre votre avis sur est-ce que la préservation de la fertilité, en particulier la préservation sociétale, doit commencer à nous faire réfléchir sur une nécessaire augmentation de l'âge avec les autodons d'ovocytes finalement? Oui, c'est une super bonne question. Alors là, moi, j'attends que ça se développe un peu plus, puis ensuite je vais aller voir mes collègues qui sont juste quelques étages en dessous pour qu'on commence à monter un peu pour essayer de faire des études au moins locales. Parce que c'est vrai que là, tout ce qu'on présente, c'est avec des patientes, quand on est à plus de 45 ans, c'est des patientes qui ont des dons. Et donc, je ne sais pas du tout quels vont être les résultats chez les patientes qui vont concevoir à 45, 46 ou même plus, avec leurs propres ovocytes qu'elles auront conservés. Mais bon, il va falloir un petit peu de temps. Ça va être compliqué de refuser l'accès à ses propres ovocytes à des patientes très longtemps, je pense. Mais ouais. Ça va être intéressant de pouvoir étudier tout ça dans l'avenir, mais ça, dans quelques années quand même. Il nous reste encore un peu de temps. Oui, madame. Vous êtes... Oui. Il nous restera encore probablement le temps pour encore une ou deux questions après celle-là. Moi, juste une question, Camille. Sur ton étude, justement, des plus de 45 ans, 50 ans, le taux de femmes seules, parce que moi, je bosse en AMP et on voit de plus en plus de femmes seules. Et donc, moi, je suis pour assistante sociale plus. On les voit en maternité aussi. Il y a de plus en plus de femmes qui font leur bébé toutes seules et elles sont complètement isolées. Et on ne leur en parle pas du tout avant. Et le truc préconceptionnel, on le fait en France, mais toutes celles qui viennent d'Espagne, je trouve qu'elles ne les ont pas eues. Oui, c'est vrai qu'en fait, on a été... c'est vraiment en fait, on n'avait pas du tout regardé si elles étaient en couple ou pas, et on n'avait pas regardé non plus, parce que c'est pas forcément toujours très bien renseigné dans les dossiers, et on n'avait pas regardé si elles avaient été voir l'assistante sociale, etc., mais on avait regardé la durée moyenne de séjour, parce qu'on faisait une étude, c'était facilement quantifiable, et quand on a vu cette différence, on s'est dit on ne peut pas s'arrêter là, donc il faut qu'on regarde, et en regardant plus en détail dans les dossiers, on s'est rendu compte, effectivement, ces patientes, un certain nombre, pas toutes bien sûr, hein, auraient bénéficié à la fois peut-être d'un soutien psychologique aussi pendant la grossesse, et puis aussi effectivement comment mettre en place des supports pour la sortie. Alors après, ça commence à dater un petit peu, hein, ces études, il faudrait qu'on les refasse, mais je pense que maintenant on est plus vigilant, mais voilà. Je pense que c'est vraiment important aussi. Ouais.
La dernière question, peut-être? Oui. Juste une petite remarque. C'est vrai qu'on peut envoyer nos patientes au cardiologue, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on a un très bon interlocuteur qui est l'anesthésiste. On peut également avancer la consultation d'anesthésie et se reposer, discuter des dossiers au cas par cas, qui ne sont quand même pas si nombreux que ça, heureusement encore, et avec l'interlocuteur anesthésique qui va faire... Et on l'a vu pendant la période Covid, que c'est quand même un allié de poids, et on n'en parle pas, d'autant plus qu'on a vu qu'il va y avoir beaucoup plus d'anesthésie, plus compliquée, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Et après, encore une fois, il n'y a pas de recommandation ni européenne ni internationale pour absolument avoir une évaluation cardio avant. C'est vrai que moi, je m'étais rendu compte que les patientes qui avaient plus de 45 ans, quand elles avaient eu, souvent, ils demandaient à l'étranger de faire un bilan cardiologique. Et quand on regarde les résultats avec plus d'infarctus du myocarde, franchement, je trouve que comme ça se justifie. Donc, mais bon, après, c'est sans évidence scientifique. Et c'est vrai que si elle n'a pas vu le cardiologue avant, si c'est pas facile d'avoir un accès cardio, effectivement, demander un avis anesthésique, c'est très bien aussi. Hein. C'est pas ni mieux ni moins bien. On n'en sait rien, en fait. Merci beaucoup. Et donc, rendez-vous à 16h pour la suite des opérations.